C'est l'heure des partis pris. Merci donc à vous trois. François Route, vous restez avec moi. Nous rejoint Abdou Chalmani pour l'international. Et c'est vous qui commencez, Route, votre parti pris politique. Vous revenez sur cette enquête de l'Institut national des études démographiques qui montre que le désir d'enfant est tombé. Le désir d'enfant a chuté. Alors peut-être pas autant que le nombre d'enfants par couple. C'est ça. Mais que ce désir marque le pas. Et vous dites, on se trompe lorsqu'on pense que la solution à la dénatalité, c'est l'argent. On traverse un hiver démographique mondial. Et s'il reste quelques usines à bébés, de cette horrible expression, c'est-à-dire l'Inde et l'Afrique, dans la plupart des autres pays du monde, et Abnous qui nous a rejoint l'a souvent raconté, en Asie, Japon, Corée du Sud, mais aussi dans les pays musulmans, le taux de fécondité baisse inexorablement. Alors face à cette tendance mondiale, on voit un certain nombre de démarches. La dernière, la plus récente, elle date d'aujourd'hui, c'est Donald Trump qui propose une prime de $1 000 par naissance depuis décembre 2024 jusqu'à 2029 à la fin de son mandat. Et l'État fédéral versera cette somme sur un compte qui suivra les cours de la bourse. Voilà la proposition pour faire remonter la natalité. Mais la question, c'est qu'un certain nombre d'observateurs considèrent que l'argent ne fait pas tout. Au contraire, les Chinois, par exemple, ont ouvert en grand le robinet des subventions. Et pourtant, on compte 9,5 millions de bébés chinois contre 19 millions en 2016. Donc, grosse baisse. En Hongrie, qui est souvent citée comme l'exemple, 10 milliards de dépenses, exemption d'impôts pour les mères de 4 enfants, puis de 2 enfants, après une petite hausse à 1,55 le taux de natalité est retombé à 1,38. Il y a eu 77 500 naissances en 2024, donc baisse nette. Le redémarrage n'a pas duré. Voilà, pourtant beaucoup d'argent. Alors, on connaît les facteurs explicatifs. Dans certains pays, il y a le contexte géopolitique, la guerre, etc. Mais dans nos pays de l'Ouest, infertilité, difficulté des modes de garde, crise du logement, que c'était de l'époque. Alors en France, on est un peu mieux lotis que la moyenne, mais notre taux baisse. 1,62 enfants par femme. Et en 2027, nombre de décès qui sera supérieur au nombre de naissances. En revanche... Pour la première fois dans l'histoire. Pour la première fois, donc c'est essentiel. Mais le désir d'enfant, même s'il baisse, reste plus vigoureux, 2,2 enfants. Donc comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce désir d'enfant ? Et moi, je propose, j'ai deux cibles, deux réponses me paraissent à suivre. Cibler l'infertilité médicale. Mettre les moyens, c'est-à-dire là, c'est de l'argent, en effet. 10 à 15% des couples, 1 sur 8, faire de la prise de conscience, des moyens matériels, la proximité, des examens de prévention. Créer un centre de conservation ovocitaire à moins d'1 heure de chez soi, c'est ce que propose Catherine Vautrin, la ministre des Affaires sociales. Le doyen, le docteur Yves Ville, qui est le directeur de la maternité de l'hôpital Necker, dit mais c'est pas possible, on est en retard sur l'Espagne là-dessus. On doit mettre des centres de PMA, on doit repousser l'âge de la fécondation in vitro, on doit prendre les moyens de répondre à cette infertilité qui a galopé, qui galope et qui est un phénomène nouveau. Et puis la deuxième chose, on regarde les pays qui s'en sortent pas mal. Je dis pas que c'est bien, mais ils s'en sortent moins mal. Les pays scandinaves. Et quel est leur secret ? L'égalité femmes-hommes. Attention, le taux de natalité est aussi en baisse, je vous le disais, mais lorsqu'on compare avec l'Italie qui est à 1,2 ou l'Espagne à 1,1, on regarde la moyenne européenne, c'est 1,38 aussi. La Suède, c'est 1,4. Le Danemark, 1,5. La Norvège, 1,4, 1,45. L'Islande, 1,56. Il y a un petit modèle scandinave, modèle social très développé, qui propose un congé parental important pour les hommes, donc aux hommes prendre le congé parental. Les employeurs considèrent qu'un homme qui s'occupe de ses enfants est encore plus fiable. Un homme qui s'occupe des tâches ménagères, l'autonomie financière des femmes, bref, les données financières c'est très important, mais le modèle de société, l'immatériel, les relations, la sécurité, y compris dans le partage des tâches, c'est une des clés. Abnous, François ? Moi, je pense que c'est surtout vraiment dans les pays scandinaves, c'est une manière de vivre, plus que parce que l'égalité, c'est les premiers pays d'avoir voté. Et les hommes sont pas si nombreux à prendre des congés paternité, ça s'équilibre, mais c'est toujours les femmes qui en prennent davantage. Mais je pense que c'est une manière de vivre, c'est un rythme plus lent, c'est davantage de 100% donc pour les enfants. Et je pense que cette histoire de natalité, effectivement, moi je l'ai beaucoup traité, c'est vraiment fascinant. Je pense que c'est dû avant tout à un désir, et il n'y a plus ce désir de faire famille. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, je pense que toutes ces mesures se fracasseront. Mais c'est l'hypothèse de certains démographes, parce qu'on est en train de commencer une révolution anthropologique, quoi. Oui. En ce sens-là, il y a des déterminants qui permettent de l'infléchir, de la ralentir,
Mais fondamentalement, il y a quelque chose qui a changé dans le rapport de l'homme et de la femme avec le temps, avec la façon de transmettre, de se projeter. Ouais, et ça, c'est vrai que pour vous rejoindre, c'est pas parce qu'on donne 10 000 balles que ça change. C'est ça. Même si la société en elle-même, si elle est accueillante, on peut penser qu'il y a des gens qui échapperont à cette révolution. La foi en l'avenir, la foi en cette collectivité qui est aussi une famille. Le désir de transmission qui est cassé à tous les niveaux, donc aussi on ne peut pas niveau l'écarter parents-enfants. d'une forme d'individualisme quand même. Hein. Bien sûr. Même d'égoïsme. Vous gardez la parole, François, et vous nous parlez de la première entreprise au monde dont la capitalisation pèse désormais 4 000 milliards de dollars et qui est très peu connue. Nvidia. C'est une société américaine. Effectivement, alors elle a brièvement passé ce cap des 4 000 milliards de dollars de valorisation boursière, c'est-à-dire le prix qu'elle vaut en bourse. Bon, c'est exactement le montant de la dette publique française. C'est plus de 13 fois LVMH, c'est 28 fois Total Energy. Vous voyez, ça pèse. Et donc beaucoup plus qu'Apple. Plus qu'Apple, qui est à 3 200 milliards. Donc vous voyez, quand même un peu plus bas, même si le montant d'Apple est lui-même considérable. En quelques semaines, Nvidia a pris 40%. 40%. Après, c'est vrai, une chute importante au moment de l'élection de Trump. En fait, le cap des 3 000 milliards avait été franchi par Nvidia en juin 24, celui des 2 000 en février 24. C'est une entreprise qui a été créée il y a 25 ans par un immigré taïwanais, très pauvre, qui est arrivé aux États-Unis à 9 ans. Il parlait pas l'anglais. Il a commencé sa vie professionnelle comme plongeur. Il faisait la vaisselle dans une chaîne de restaurants. Et puis, il a eu l'intuition, avec deux de ses collègues, de créer une entreprise qui faisait des cartes graphiques pour les jeux vidéo. Il est monté en gamme de façon spectaculaire et aujourd'hui, il fabrique des microprocesseurs. Alors, on dit puce avec l'idée que c'est petit. En réalité, ces microprocesseurs sont des gros engins très, très puissants, notamment le H100, qui vaut 35 000 euros pièce, et qui permettent d'entraîner les systèmes d'intelligence artificielle. En fait, ce sont des performances technologiques tout à fait remarquables et qui s'expliquent par le boom de l'intelligence artificielle. Les puces de Nvidia sont les plus rapides et les plus puissantes au monde, et elles sont stockées par dizaines de milliers par des entreprises comme Apple, Microsoft, X de Musk, et même par les gouvernements, notamment dans le Golfe Persique, puisque ces gouvernements veulent s'équiper en système d'intelligence artificielle souverain. L'entreprise a vu ses ventes exploser, 70% l'année dernière. Pour vous donner quand même quelques chiffres intéressants, elle fait 200 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, ça représente 5% de sa capitalisation. Et là-dessus, elle fait 105 milliards de profit d'exploitation. C'est-à-dire que... Ah oui, 50% du chiffre d'affaires, c'est du profit. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable ? Non. C'est un phénomène classique de bulle spéculative, et c'est celui de l'intelligence artificielle qui est encore plus prononcé que la bulle Internet qu'on avait connue il y a 25 ans. C'est classique, on surestime toujours au départ les effets d'une révolution technologique, on abandonne, les valorisations dégonflent, et on sous-estime à ce moment-là la révolution sur le moyen terme. Juste quelques mots pour conclure. La valeur boursière, c'est pas la seule manifestation de cette bulle. Pas plus tard qu'hier, Meta, qui est la maison mère de Facebook, a recruté l'un des dirigeants de l'équipe d'intelligence artificielle d'Apple, c'est Jojo Ming-Pang, pour son propre laboratoire, pour 200 millions de dollars. De salaire ou de... Ça vous coupe la parole. Il y a le salaire, un bonus de bienvenue, et quel bienvenue, et un paquet d'actions substantielles. Ah oui. À côté, Mbappé ou... Sur les dernières semaines, David, Meta a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour recruter moins de 10 personnes, les personnes les plus réputées dans ce domaine. Donc c'est dire que on est dans un monde où on rajoute au moins 3 zéros à tous les chiffres habituels. On est dans un monde fou. Votre parti pris international, Abnous, le chantage fou de Trump contre Lula au Brésil, incroyable histoire. Oui, si vous voulez que je vous dise, Trump est un voyou qui utilise des méthodes de truand pour défendre des voyous, et Bolsonaro est indéfendable. C'est effectivement un voyou, je vous rappelle, qui fait l'objet d'un procès pour tentative de coup d'État. Il a accusé d'avoir été le leader d'une organisation criminelle ayant conspiré pour son maintien au pouvoir après sa défaite électorale d'octobre 2022 et avoir comploté dans le but de faire assassiner Lula. On en avait parlé ici. Il reste jusqu'à 43 ans de prison. Donc c'est pas juste une blague. Tout commence le 7 juillet 2025. Donald Trump
Trump, évidemment, sur son réseau social Truth Social, s'énerve pour défendre son grand ami Bolsonaro. Il appelle les autorités brésiliennes à le laisser tranquille, dénonçant une chasse aux sorcières. Tiens, ça faisait longtemps. Et il finit par « il n'est coupable de rien, mis à part s'être battu pour le peuple », en majuscule, comme de bien entendu. Et le tout, il envoie ce message quand en plein sommet des BRICS qui se tient à Rio de Janeiro. Donc Lula répond tout de suite, nous sommes un pays souverain, nous n'acceptons pas d'interférence ou de tutelle de qui que ce soit. Et vous savez, les réponses qu'on fait à la démocrate paraissent mais d'une faiblesse inouïe, passent à l'outrance trumpienne. C'est quand même très exaspérant. Alors, et Trump de dégainer hier, donc 2 jours plus tard, son arme favorite, les taxes, menace d'imposition de 5% de droits de douane sur les produits brésiliens à compter du 1er août. Le tout accompagné d'une lettre adressée directement à Lula, où il dit la manière dont le Brésil a traité l'ancien président Bolsonaro est une honte internationale, je rajouterai intergalactique. Il qualifie le procès de chasse aux sorcières robolote qui doit cesser immédiatement en majuscule, et on continue. Alors Lula a répondu, réciprocité, blablabla, blablabla. Et pendant ce temps-là, Bolsonaro a exprimé sa grande joie et remercié son ami Donald Trump pour son soutien. Et là, accrochez-vous, merci d'exister, de nous donner un exemple de foi et de résilience. Et évidemment, il a qualifié son procès d'aberration juridique et de claire persécution politique. On est, mais au-delà de la surenchère, mais le réel n'existe pas pour ces 2 hommes-là. Le fils Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, lui, il s'est exilé aux États-Unis pour défendre papa, et il a promis que ça ne sera pas la seule nouveauté venue des États-Unis. Me demandez pas quoi, mais on n'a pas fini. Donc vous ne voulez pas libérer Bolsonaro, gracier Bolsonaro. Je vous mets des taxes douanières. 50%. Alors Lula, qui est en chute de popularité spectaculaire, bon là il y a une petite remontada bien entendu, mais cette remontada elle va pas durer, parce que si ces 50% de taxes sont appliquées, qu'est-ce qui se passe ? On sait, le Brésil exporte pour 94,4 milliards de dollars vers Pékin, c'est 28% de ses exportations, et pour 40,9 milliards de dollars vers les États-Unis, c'est 12% de ses exportations totales. Alors vous allez me dire, ça va, ils vont compenser avec Pékin, ça va s'arranger. Mais seulement si on regarde de plus près, la relation commerciale avec Pékin porte sur 3 matières premières, soja, pétrole, fer, ça représente 80% de ses ventes vers la Chine. Par contre, le Brésil exporte vers les USA bien plus de produits à valeur ajoutée, en l'occurrence aéronautique, pièces automobiles, café torréfié, pulpe, acier spécial. Perdre ce débouché, c'est perdre de l'industrie. D'après le ministre de l'économie brésilienne, un droit de douane de 50% coûterait 0,7 points de PIB au Brésil et 300 000 emplois. Trump n'a pas fini d'être toxique. Moi, honnêtement, on en a encore pour au moins 3 ans. C'est quand même les voyous avec des méthodes de truands. Moi, ça me fatigue. Merci les amis. François, Amnous, Ruth, je vous embrasse. Merci. Je vous remercie pour cette saison. Merci. Et je vous donne rendez-vous en septembre, évidemment. De nous donner la liberté de nous exprimer sur ce plateau. Eh bien, dans un exercice toujours stimulant et amical. Absolument. Une controverse avec vous. Tout à fait. C'était un vrai plaisir. C'est adorable. Vous en faites bon usage.